Bonjour et bienvenue sur Local Mania, le podcast du local et des amoureux des points de vente. Alors pour cette saison 2, on va partir à la rencontre de ces entrepreneurs. Non, pas ceux qui brillent sur LinkedIn, non, les vrais. Ceux qui préfèrent passer du temps avec leurs équipes, ceux qui créent des emplois à Lille, à Brest, à Marseille, ceux qui animent nos centres-villes et nos régions, ceux qui ont des idées un peu folles et qui les lancent dans la vraie vie. Bref, des belles personnes qui vont nous raconter, en toute franchise, leurs belles histoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Local Mania. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Romain Achard, je suis cofondateur de The Ramp, qui est une plateforme qui accompagne les enseignes à réseau à digitaliser la communication locale. Alors pour ce nouvel épisode de Local Mania, je suis très content et très honoré d'accueillir Guillaume Richard. Alors Guillaume Richard, ça fait partie des entrepreneurs certainement les plus méconnus, mais à la fois les plus successful de l'écosystème français. Il a créé WeCare, le groupe WeCare, O2, le leader aujourd'hui français du service à la personne. Il a beaucoup d'autres ambitions, comme il va nous expliquer. Alors, on le voit peut-être pas forcément à la télé, mais par contre, on le voit dans les gradins du Parc des Princes ou au Mans, où il supporte fièrement son équipe, ainsi que le Paris Saint-Germain. Voilà, donc je suis très honoré d'avoir Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que tu peux nous réexpliquer un peu WeCare, O2, toute la myriade de marques qui font partie de ton groupe. Alors vous avez peut-être vu en effet dans les boulangeries, dans du commerce de proximité, à la télé et tout ça. On a besoin d'avoir une vue claire sur l'intégralité de la galaxie WeCare. Alors WeCare est un groupe de services à la personne. On a une dizaine de marques. La principale est O2, effectivement. Après, on a aussi APEF, France Présence, Famille Héros, la Compagnie des Lavandières, Interdomicilio en Espagne, au Portugal et au Mexique. On a aussi Maison Elia Paris, qui est notre marque luxe. On a Autonomia, on a Acidum, qui maintenant s'appelle Les Bienveillants. On a la Silver Alliance. Bref, une dizaine de marques qui font du ménage, du repassage, de la garde d'enfants, de l'accompagnement de la personne âgée ou handicapée. Et puis on fait même du jardinage, du bricolage et de la rénovation, donc des travaux dans les logements anciens. D'accord. Ben ça, tu vois, je savais pas du tout. Au total, au total, on a un peu plus d'une vingtaine de milliers de collaborateurs, 600 agents de proximité en France, et on fait un peu plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit en propre avec nos succursales pour un peu plus des 2/3, soit avec des partenaires franchisés. Alors, d'accord. Bah écoute, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on se mette à table pour que tu nous racontes un peu les débuts de l'histoire de O2 et de WeCare. Alors pour ce déjeuner, on part direction Le Mans, qui est la capitale emblématique du groupe WeCare. Une patrie de cœur pour toi, Guillaume. Alors ce que je te propose, soit on passe directement au côté rillettes, soit on passe directement marmite sartoise. Alors léger ou lourd, à toi de voir. On peut faire léger, vas-y, continue. Avec la marmite sartoise, avec les rillettes. Mais la marmite sartoise, c'est pas mauvais, hein. C'est une espèce de potée, avec base de choux, et dans laquelle les paysans mettaient du lapin parce que c'était pas très cher, et puis du poulet, des petits morceaux de cochon aussi parfois. Donc ça te faisait la marmite sartoise. Alors moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est le déclic. C'est qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Alors en regardant un peu ton profil LinkedIn, je me suis aperçu, je savais pas du tout, que tu avais travaillé chez Lagardère. Donc comment on passe en effet de chez Lagardère à créer le leader du service à la personne? Alors c'est là où si on arrive au moment qui est pas très, qui est un peu les boules, c'est que ma vocation d'entrepreneur, elle m'est née quand j'avais une dizaine d'années, que j'ai lu Le Roi Vert de Paulus Schlitzer. C'est là où c'est pas la classe.
Et c'est À l'époque, c'était des best-sellers quand même. Hein. ouais, c'était des best-sellers. Et c'était. Mais bon, comme disait Jean-Pierre Desproges, Switzer, il est plus utilisé pour caler des vieilles armoires normandes que pour le prix Nobel de littérature. Et donc voilà, donc c'était une histoire absolument incroyable. Et je me suis dit tiens, ça a l'air sympa d'être un entrepreneur qui réussit et qui peut essayer de changer le monde. Parce que je pense que l'entrepreneuriat est une des manières de guérir sa mégalomanie et une des manières surtout les plus efficaces pour essayer de changer le monde et de faire des choses un peu mieux. Et donc, moi j'ai toujours, depuis que j'avais une dizaine d'années, j'ai voulu créer une entreprise. J'ai fait une école de commerce pour ça. J'ai commencé après pendant 3 ans à bosser parce que j'avais besoin d'un peu d'argent et d'un peu d'expérience avant de lancer mon entreprise. C'est ce que j'ai fait en 99 avec 2 associés. Donc on quitte nos jobs respectifs salariés pour se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. À l'époque, je sais pas si tu t'en rappelles, on était dans la folle période de l'internet, fin des années 90. Et nous, on avait lancé avec 2 associés, on avait lancé une plateforme web de services à domicile. Et donc, on était vraiment sur cette plateforme web, 100% web. On l'avait appelé At Home avec le arrobase pour faire Internet. Hein. Donc voilà, avec At Home. Et en fait, on avait un modèle pure player Internet. Et le modèle qui devait tout révolutionner, c'était le click and mortar, l'alliance du web et de l'économie réelle. Et donc, on décide. Donc, nous, on avait un modèle pure player Internet. Il fallait qu'on trouve un modèle auquel s'associer, qui était un modèle mortar d'économie réelle, de la bonne vieille économie traditionnelle. Et on avait rencontré très rapidement une entreprise à Lille qui était aussi une plateforme de services à domicile, qui regroupait 80 services à domicile sous le nom d'Unipol, qui était répartis en 3 grandes familles. Et on décide de fusionner les 2 entreprises. Unipol, l'entreprise lilloise traditionnelle avec un centre d'appel, avec une agence, avec tout, voilà. Et puis l'entreprise At Home, et on décide de prendre le nom O2. Pourquoi O2 ? Parce que notre vocation était d'être l'oxygène du quotidien des particuliers, donc d'où O2. Et le temps qu'on se décide sur le nom, sur le plan de développement, sur la répartition du capital, sur la répartition des rôles dans l'entreprise, etc., on arrive avec un projet parfaitement ficelé début avril 2000. Je pense que toi, tu te rappelles que début avril 2000, c'est quelques jours après l'explosion de la bulle Internet. Et donc, autant tous les jours avant, il y avait 1, 2, 3, 5, 10 levées de fonds. On avait les First Tuesday à la Défense, où il y avait des réunions entre des investisseurs et des porteurs de projets. On avait des trucs absolument délirants. On nous apprenait à faire des elevator pitch, être capable de pitcher, c'est-à-dire présenter rapidement son entreprise, le ton d'une montée en ascenseur, d'où le elevator pitch. Et on avait vu, moi j'ai vu des trucs avec des mecs qui arrivaient avec des chéquiers, qui signaient des chèques sur des coins de table parce que des mecs leur avaient fait une présentation absolument époustouflante. Et ça, c'était jusqu'à 2-3 jours avant l'explosion de la bulle d'Internet, jusqu'avant qu'on sorte notre business plan parfaitement abouti. Et donc on arrive nous avec notre super business plan. Et autant avant il y avait énormément de levées de fonds, autant entre avril 2000 et la fin de l'année 2000, s'il y a eu 4 ou 5 levées de fonds, ça a été le bout du monde. Et je vais tout de suite sur tout suspense. Nous n'avons pas fait partie de ces 4 ou 5 levées de fonds. Néanmoins, comme on avait un projet qui était joli, on a gagné un certain nombre de prix de création d'entreprise, dont un prix de la Fondation Vivendi qui nous a permis de lancer un pilote. Comme on n'avait pas assez d'argent, il y a 2 associés qui ont définitivement quitté l'aventure. Un associé qui était du côté At Home et un associé qui était du côté Unipol. Donc on s'est retrouvés à 3. Mais malgré tout, on n'avait quand même pas assez d'argent, donc on a été 2 à devoir reprendre un emploi salarié. Et moi, pendant 3 ans, de mars 2001 à fin juin 2004, pendant la journée, j'étais adjoint directeur du réseau chez Relais H, donc chez Lagardère. Et le soir, le week-end, pendant les vacances, je m'occupais de ma boîte. Et je m'en occupais d'autant plus que l'associé à qui j'avais laissé la gestion de l'entreprise
Donc je le laisse le 21 mars et fin avril, il apprend qu'il atteint un cancer des os. Donc pendant plus de 2 ans, il s'est battu contre la maladie, il a gagné. Ça fait plus de 20 ans, la rémission est totale, donc il est toujours parmi nous et ça c'est chouette. Moi pendant 3 ans, soir, week-end, pendant les vacances, je m'occupais de ma boîte jusqu'à ce qu'on ait un modèle qui fonctionne. Et on est parti au départ d'une plateforme multiservice à domicile et finalement on s'est concentré, on a fait deux évolutions majeures. La première, c'est que on s'est rendu compte qu'il était incroyablement plus pertinent, plutôt que de vouloir faire 80 services dans une ville, de concentrer nos efforts sur un service en majeur, qui était le ménage et la garde d'enfants en mineur. Donc on est passé de 80 services dans une ville à un service, mais dans 80 villes. Et la deuxième chose, c'est que au départ, on était un concepteur et distributeur de services, c'est-à-dire qu'on concevait nos services, on écrivait les cahiers des charges, on décrivait, on faisait tout le marketing, on faisait le pricing, on les vendait, mais on n'assurait pas la réalisation. On confiait la réalisation à des sous-traitants. Et là, par la force des choses, on est devenu nous-mêmes prestataires de services. On a commencé à faire les services nous-mêmes. Donc, on a commencé à faire du ménage, on a commencé à faire de la garde d'enfants, etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a développé, on a fait des levées de fonds, on a élargi la gamme de services. À partir de 2009, on a commencé à faire de la garde d'enfants. À partir de 2011, on a commencé à faire de l'accompagnement de la personne âgée. Et là, l'aventure O2 était bien lancée. 2013, on développe la franchise. À partir de 2016, on devient un groupe qu'on appelle WeCare, d'où la marque que j'ai là, parce que on rachète le 5e acteur du marché qui s'appelle APEF. Et c'était compliqué de dire à des franchisés APEF, dorénavant, vous allez vous appeler APEF Groupe O2, qui était le nom de leur principal concurrent. Donc on devient WeCare avec qui détient la marque O2, la marque APEF. Et puis au fur et à mesure, on a créé des marques, on a racheté d'autres marques. Et donc aujourd'hui, un groupe avec une grosse dizaine de marques et 20 000 collaborateurs. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous expliques un peu le process. Comment on est arrivé à créer ce groupe, parce que c'est assez fou. On bascule dans les années 2000. 2000, c'est le début du digital. Tout le monde ne parle que du digital. Et toi, déjà, dans ton idée, c'est de faire du service à la personne, où il y a fondamentalement de l'humain. Donc, pas du tout du digital. Même si le digital, et tu vas nous le dire, en effet, était clé dans ton projet. Mais du coup, cette passion, en effet, de l'humain, est-ce que tu peux revenir et comment, on veut comprendre la genèse de O2. Mais en fait, j'ai eu pas mal d'idées de création d'entreprise. J'ai travaillé sur pas mal de choses, pas mal de projets, des projets dans du recyclage, de l'environnement, des projets. J'ai travaillé sur des projets énormément sur un projet de formation sur de la télé, parce qu'à l'époque Internet n'était pas super speed, donc c'était compliqué de faire de la formation sur Internet, mais là c'était de la formation à la télé sur des télés du câble. Sur lequel on avait pas mal bossé. Et puis, en fait, je me suis arrêté sur les services à la personne, parce que c'est là où il y a le plus de création de valeur. C'est là où tu crées t'as le plus d'impact. T'as un impact social, parce qu'on crée énormément d'emplois. Et on a une capacité à intégrer, à être inclusif, qui est extrêmement forte. Et puis à accompagner des gens dans leur évolution professionnelle. Moi, j'ai plusieurs dizaines d'exemples aujourd'hui de cadres de l'entreprise, voire de cadres sup, qui ont commencé comme simples intervenants, comme simples femmes de ménage, comme simples gardes d'enfants, et qui aujourd'hui managent 80, 100 personnes. Voire, j'en ai une qui est directrice de région et qui manage 500 ou 600 personnes. Et donc, qui a commencé comme en poussant le balai. Et donc, tu as un impact social qui est extrêmement fort. Tu as un impact sociétal aussi qui est extrêmement fort. Impact sociétal double, à la fois par la nature des métiers qu'on effectue, quand on s'occupe des enfants, quand on permet aux personnes âgées de se maintenir à domicile, quand on fait le ménage, donc on permet l'équilibre de vie dans les familles, on a un impact sociétal par le simple métier qu'on exerce. Mais au-delà du simple métier qu'on exerce, la façon dont on exerce, on peut accroître cet impact sociétal. Par exemple, si je ne fais que m'occuper des enfants, si je garde bien les enfants,
je te les rends dans l'état dans lequel tu me les as confiés. D'ailleurs, c'est le principe de la garde. Tu me les confies dans un état, je te les rends dans le même état et je mets en œuvre tous les moyens pour. Mais je peux aussi te les rendre dans un meilleur état que celui dans lequel tu me les as confiés. Et pour ça, je vais mettre en œuvre des activités d'éveil et de développement avec les enfants qui vont leur permettre de grandir davantage. Par exemple, on fait beaucoup de cuisine avec les enfants. Et pourquoi est-ce qu'on fait de la cuisine? Parce que la cuisine, exactement comme le bricolage, ça va te développer la motricité fine. Et la motricité fine est un des éléments qui permet aussi, derrière, ça relie la main et le cerveau sont extrêmement reliés, ça permet le développement. Mais ça permet aussi, tu vas respecter une recette, tu vas respecter des proportions, tu vas jouer avec les proportions, tu vas lire des instructions, tu vas suivre ces instructions, tu vas avoir des temps de pause, des temps de cuisson, etc., etc. Tu vas aussi appréhender la nutrition, qui est quand même quelque chose d'extrêmement important. Tu vas goûter, par exemple, le flan à courgette que tu as préparé. Alors, même si c'est vert, tu vas quand même le goûter parce que c'est toi qui l'as préparé et tu vas le tester. Et puis, il y a une dimension pédopsychologique. Normalement, l'enfant est enfant nourri et le parent est parent nourricier. Et là, en fait, quand l'enfant va préparer le repas, il va devenir lui aussi nourricier. Et donc, en fait, la façon dont on exerce notre métier permet d'accroître cet impact sociétal, d'avoir un impact sur la société qui est plus important et d'apporter notre pierre à l'édifice sur un maintien à domicile, un bien vieillir qui soit encore plus chouette pour les personnes âgées, sur un accompagnement à l'éveil et au développement des enfants pour en faire des enfants plus épanouis, pour en faire demain des adultes plus épanouis également, pour accompagner encore davantage et encore mieux les familles dans leur équilibre vie pro, vie perso. Et puis au-delà de ça, on a aussi créé un fonds de solidarité. Donc il y a un peu plus de 5% des actions des sociétés françaises du groupe qui sont détenues par ce fonds de solidarité WeCare, qui a deux actions majeures. Favoriser la promotion de l'égalité femmes-hommes, notamment dans le milieu professionnel, et surtout venir en aide aux femmes victimes de violences, et en particulier de violences conjugales. Et donc, il y a plus de 5% du capital du groupe qui est détenu par ce fonds de solidarité, ce qui fait qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'euros qui, chaque année, permettent d'avoir cette action de fond sur la société dans ce combat contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité femmes-hommes. Donc, impact social, impact sociétal et puis impact environnemental par le fait qu'on réduit au maximum les déplacements. On est obligé d'aller à domicile, donc on doit se déplacer, mais on les réduit au maximum et puis on fait en sorte que ça se fasse avec de la mobilité douce au maximum ou avec en accompagnant l'utilisation de véhicules les moins polluants possibles, en favorisant l'utilisation de produits écologiques au maximum par nos clients, etc., etc. Donc, on a un métier qui a énormément de sens, sur lequel on a un impact social extrêmement important, un très gros impact sociétal et également un impact environnemental, donc un métier qui a énormément de sens et qui a beaucoup d'impact. Et donc, quand tu rêves de changer le monde, là, on a un métier qui te permet de changer le monde et de changer la vie positivement de beaucoup de gens. Ça ouvre en effet un champ de vision que j'avais pas forcément, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont passés à côté de finalement l'ambition réelle du projet. Ce que je te propose, c'est de passer derrière les fourneaux pour que tu nous racontes aujourd'hui, qu'on comprenne les recettes de ton succès. Alors pareil, maintenant on est en 2004, tu as décidé de lancer O2. Alors, chose importante, à l'origine c'était une plateforme qui était 100% digitale. Là tu passes sur un modèle de salarié, c'est-à-dire c'est fini, tu ne vas pas faire de l'intermédiation, non, tu vas recruter tes propres salariés pour mettre en place tes premiers services. J'aimerais bien que tu nous expliques comment ça s'est passé et le début de l'histoire. Effectivement, en fait, si tu prends l'histoire de l'entreprise, t'as plusieurs grandes étapes. La première étape, c'était si je prends l'histoire d'Unipol avec l'histoire d'Atom, qui sont les deux sociétés qui derrière, en fusionnant, ont donné naissance à O2. L'origine de la société, c'est 96. Et de 96 à 2004, on a mis en œuvre 4 à 5 modèles différents et on a pivoté à chaque fois jusqu'à trouver le bon modèle.
C'est-à-dire qu'on est parti sur une plateforme multiservice physique qui était Unipol, une plateforme multiservice digital qui était At Home. On a fusionné tout ça pour avoir une plateforme Figital, physique et digitale, multiservice, concepteur et distributeur de services à domicile, qui était O2 dans sa première version. Et puis on a au final concentré, on s'est concentré sur un métier en majeur qui était le ménage à domicile et puis la garde d'enfants, donc tout ça auprès des particuliers, pour aboutir au modèle O2 qu'on a pu commencer à dupliquer. Et donc dans cette phase-là, c'est la capacité à faire évoluer son modèle et à pivoter. Et ça, je pense que tant que t'as pas trouvé la recette du succès, il faut être capable de faire plein de petits ajustements, de pivoter, de changer. Quand tu échanges avec Frédéric Mazzella, Blablacar, lui, il a pivoté 7 fois son modèle avant de trouver le bon modèle. Il a pivoté 7 fois. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important dans un démarrage d'entreprise, c'est d'arriver à trouver le modèle. Et une fois que tu tiens ce modèle, tu peux commencer, tu le dupliques. Et ça sera la deuxième phase de croissance de l'entreprise. À partir de 2004, on a un modèle qui fonctionne, et on va le dupliquer. Mais d'abord, la première phase, qu'elle nous a pris 8 ans, 96-2004, ça a été, on a tâtonné, on s'est planté, on a été dans des directions, on a essayé de lever de l'argent, on n'a pas réussi, on a un modèle physique, on a un modèle digital, on avait plein de services, puis on s'est concentré, on est devenu opérateur, et là on avait un truc qui avait du sens, et là on avait un truc qui créait de la valeur, et là on a pu commencer à avoir un modèle et qu'on a dupliqué, et ça a été donc première chose, travailler son modèle dans une première phase pour avoir quelque chose qui soit vraiment pertinent. Deuxième phase, une fois que tu as quelque chose qui est pertinent, tu dupliques. Et comment est-ce que tu fais pour dupliquer ? Là, tu es obligé d'aller chercher de l'argent et les moyens. Et c'est là où il faut avoir une idée de ce que tu as envie de faire. Et à chaque fois, alors ça peut paraître prétentieux, vaniteux, je sais pas. En tout cas, en 2004, on avait un modèle qui tournait, et donc on s'est posé la question avec mes associés, qu'est-ce qu'on fait ? Et on s'est dit, donc on était, donc en 2004, on commence à dupliquer un peu gentiment, et en 2005, on se dit voilà, nous notre objectif, notre ambition, si on fait tout ça, c'est pas pour être un petit acteur, mais c'est pour être numéro 1 mondial. On faisait 250 000 euros de chiffre d'affaires, le numéro 1 mondial faisait 3,5 milliards de dollars. Et on s'est dit, on veut être numéro 1 mondial, mais on va se donner 30 ans, parce qu'on est à peu près raisonnable. Donc, on va se donner 30 ans pour être numéro 1 mondial, 10 ans pour être numéro 1 français, 20 ans pour être numéro 1 européen, 30 ans pour être numéro 1 mondial. Et on se fixe cet objectif en 2005, aidé en cela par une philosophe des temps modernes, Amel Bent, qui nous chantait à l'époque, viser la lune, ça me fait pas peur. Et donc, c'est exactement ce qu'on s'est dit, et on se dit, voilà, on part à la conquête de la lune. Et à partir de ce moment-là, en fait, quand tu te dis, et quand tu dis partout, mon objectif, c'est d'être numéro 1 mondial, que t'embauches des gens, pour ça. Donc, dès les premiers collaborateurs, on a dit, voilà l'ambition, c'est 2015, on sera numéro 1 français, 2025, numéro 1 européen, 2035, numéro 1 mondial. Donc, voilà ce qu'on se donne comme objectif. Tu t'obliges, en fait. Tu t'obliges vis-à-vis de l'extérieur. Tu t'obliges à aller chercher, à avoir une réflexion long terme et pas une réflexion court terme. Donc, à bâtir des fondations solides, à travailler une marque pas pour de l'éphémère, mais pour durer, à mettre en place des process qui sont solides, à aller chercher des financements, aller chercher les meilleurs qui vont pouvoir te rejoindre et qui vont pouvoir t'aider à franchir les différentes étapes, etc., etc. Et je pense que ça, c'est super important. Savoir une fois que tu as ton modèle qui est bien établi, te dire, OK, quel est mon objectif, quel est mon enjeu, qu'est-ce que je veux, et donc derrière, en fait, beaucoup de décisions
vont être prises parce que tu sais là où tu veux aller. Tu sais où tu veux aller, donc tu as défini. Et c'est pas parce que tu as dit je veux être numéro un mondial que tu seras obligatoirement numéro un mondial. Mais euh, ça structure énormément de choses et ça te donne une chance de le devenir. Parce que pour le coup, c'est pas parce que tu décides que tu as envie de devenir numéro un mondial que tu le deviendras, mais il n'y a pas un numéro un mondial qui l'est devenu par hasard. Comme t'as jamais un champion qui dit oh là là, mais quel bol fou, quel bol incroyable. Là, j'ai gagné la médaille je suis champion du monde. C'est un pur hasard. Non, il n'y en a pas un. Ils vont tous se dire, c'est le résultat d'années et d'années d'efforts. C'est parce que j'étais vraiment focusé là-dessus que j'ai mis en œuvre tout ce qu'il fallait et je remercie mon équipe et c'est beaucoup d'efforts qui sont récompensés. Tatati tatata. C'est ça le truc. Et donc, Je suis d'accord et moi je comprends vraiment parfaitement évidemment ta vision. Mais ce que je trouve assez étonnant, on se replonge dans l'histoire, c'est que tout était écrit. C'est-à-dire que dès le début, tu savais que tu voulais être leader, tu étais à 0 salarié, tu sais que tu veux être leader français, tu veux être leader européen et tu veux être leader mondial. À chacune de ces étapes, c'est différentes manières de gérer. C'est pas du tout, c'est une fusée à 3 étages et fondamentalement, les gens qui sont au début sont pas forcément les gens qu'on retrouve en phase 2 ni en phase 3. Donc j'aimerais bien que tu nous partages un peu ton expérience là-dessus. Moi, je sais que par exemple, j'ai géré pas mal de boîtes. De 0 à 100, 150, j'y arrive. Après, ça demande, c'est trop de structuration. Donc honnêtement, ça m'amuse moins. Donc j'aimerais bien que tu nous partages ton expérience sur ce sujet-là. Et j'ai vu que tu avais répondu récemment à un podcast là-dessus. Je trouve que c'est un sujet hyper passionnant pour chacun, tous les entrepreneurs qui nous écoutent ou tous les franchiseurs, parce que c'est une vraie réalité ce passage en effet d'une société de 0 à 20 000 personnes. t'as 200% raison. C'est pas forcément les mêmes personnes et tu vois, on a eu 4 grandes phases et j'ai eu 4 comités de direction différents quasiment. Il y a très peu de personnes qui sont passées qui ont passé différentes étapes. Mais de toute façon, c'était quelque chose qu'on s'était dit avec mes deux associés à l'époque en 2005. On se dit bon bah voilà, on a un rêve qui est un peu fou et il est extrêmement vraisemblable que nous ne serons pas les personnes qui seront là à la fin pour mettre en œuvre ce rêve. Mais c'est un rêve qu'on va porter pour le groupe et qu'après on va essayer de laisser en héritage au groupe et il est très vraisemblable qu'en cours de route euh, les deux des trois, voire les trois, soyons obligés de quitter nos postes pour laisser ça à des personnes qui seront plus aptes à lui faire franchir les étapes. Parce que à la fois ils en ont les compétences, mais aussi et avant tout parce qu'ils en auront l'appétence. Et c'est ce que tu disais, le goût à un moment. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Un de mes associés de base était David. Et David, euh, exactement comme un autre David très célèbre, David Crockett, David, tu le mettais au milieu du Far West, tu le mets au milieu d'une pièce, il y a 200 personnes, il connaît personne, 2 heures après, il te claque la bise à la moitié de la salle. Il avait une facilité dans un univers complètement sauvage à construire, à machin. Il a une faculté de s'adapter, de pionnier vraiment impressionnante. Par contre, quand l'Ouest sauvage a commencé à se structurer avec des villes, avec des chemins de fer, avec l'arrivée des chemins de fer, avec l'électrification, avec le goudron, machin, etc., il est devenu malheureux comme une pierre. Et donc, il est parti pour aller recréer quelque chose de A à Z. Mon autre associé, Renaud, c'est une personne extrêmement brillante, un ingénieur informaticien extrêmement brillant, meilleur codeur que j'ai jamais vu, un excellentissime chef de projet. Mais en fait, ce qui le fait kiffer lui, c'est de construire les trucs. C'est pas d'assembler des systèmes qui existent. Et quand il s'agit de devenir un DSI d'une grosse boîte où il y a certes une petite partie éditeur de logiciels où tu construis ton propre logiciel et tu t'éclates à réfléchir à ton logiciel, mais tu as aussi une grosse partie qui est intégrée des logiciels qui existent du marché pour faire fonctionner tout ça et faire un architecture système. C'est pas un truc qui le faisait kiffer. Le management de plein de personnes, c'est pas un truc qui le faisait kiffer. Et donc, il y a ce point de plaisir, de prendre du plaisir,
qui est super important. Et pour prendre une autre image, qui est peut-être un peu plus parlante, quand t'es t'es tout seul, c'est simple. Quand t'es deux, faut apprendre à partager. Quand t'es 10, tu dois apprendre à déléguer. Quand t'es 100, tu dois apprendre à structurer. Quand t'es 1000, t'apprends à organiser. Quand t'es 10 000, ton job, il a fondamentalement changé. T'es passé d'un job d'homme orchestre où tu faisais des cymbales, tu jouais du pipeau et tu faisais des claquettes, à un job d'homme orchestre où t'as une baguette et tu diriges. Et où tu ne joues même plus d'un instrument. Et donc, le fait de savoir jouer d'un instrument qui était ta compétence de base, voire même de jouer de plusieurs instruments qui étaient la compétence qui était nécessaire au démarrage d'une entreprise, n'a plus aucun intérêt parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est plus ce qu'on te demande. Est-ce que tu en as la compétence à de changer? Et donc, il faut avoir une compétence complètement différente de celle qui était absolument nécessaire au départ. Et est-ce que tu en as l'appétence? Est-ce que tu en as le goût? Ça, c'est pas du tout sûr. Et donc, il faut être capable, à la fois pour soi et pour ses équipes, de se dire, par rapport à l'étape qui vient, je suis encore ou je ne suis plus la bonne personne. Et c'est pas parce que tu n'es plus la bonne personne par rapport à ce que demande le poste que tu es quelqu'un qui n'est plus bon. C'est pas du tout le cas. David, il est toujours excellentissime. Il y a aucun débat. Il est excellentissime en tant que pionnier. Mais Davy Crockett, est-ce que Davy Crockett par rapport à George Washington, est-ce que George Washington est meilleur que Davy Crockett? Non, c'est juste des personnes qui sont différentes. T'as le mec t'as le pionnier et t'as le gestionnaire. T'as le bâtisseur. C'est pas les mêmes profils. Est-ce que l'architecte est meilleur que le maçon? Non, mais ils ont un job qui est différent. Et donc, il n'y a pas une personne qui est meilleure. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important parce que il faut pouvoir se séparer des équipes de départ sans que ça soit un drame. Il faut pouvoir s'en séparer positivement en disant merci pour tout ce que tu as apporté, mais là pour l'étape qui vient, t'es plus la bonne personne et ça veut pas dire que t'es devenu mauvais, ça veut pas dire que t'es moins bon que la personne qui va te remplacer. C'est juste les compétences qui sont nécessaires pour l'étape d'après ne sont plus les mêmes que celles que tu avais toi. Et voilà. Et donc ça c'est très certainement la chose la plus compliquée dans quand tu vas dans un parcours de très forte croissance. C'est cette capacité à mettre le projet et l'entreprise avant toi-même, avant les managers de l'entreprise, à pouvoir aussi se séparer de collaborateurs parfois très anciens parce que ils ne rentrent plus forcément dans le projet, ou alors les mettre sur d'autres postes qui correspondent mieux à leur capacité, mais ça, il faut qu'ils aient l'humilité d'accepter de changer de poste, qui est pas forcément tout le temps évident. Mais voilà, la croissance, et cette croissance, elle va nécessiter ça. Elle va nécessiter aussi parfois de se séparer de soi-même, de l'entreprise, parce que parce qu'on n'est plus la bonne personne pour la phase de croissance. Et c'est ce qu'ont fait deux de mes associés qui ont quitté l'entreprise. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai très souvent remarqué, c'est que le chef d'entreprise est l'ennemi principal de la croissance de son entreprise parce que ça t'oblige à sortir de ta zone de confort et parfois, ça t'oblige pour le bien de l'entreprise, à te mettre de côté ou à changer de rôle et à laisser quelqu'un de plus compétent, plus adapté, plus à même de franchir la nouvelle étape. Voilà, donc c'est parfois un peu complexe. Merci encore de partager ces recettes parce que cette expérience, parce que c'est quand même très très rare d'avoir un entrepreneur. Là, on n'est pas dans le domaine de la licorne, on est dans le domaine de 0 à 20 000 personnes. Je le répète, 20 000 personnes, 20 000 salariés. C'est pas 500 salariés de start-up. C'est vraiment massif. Et ce que je trouve assez génial dans ton histoire et dans toute l'histoire de l'évolution du groupe, c'est la place de l'humain. L'humain, il est clé. Il est clé parce que en fait, tu es une entreprise de service à la personne avec des salariés et au jour le jour, les gens se déplacent et aident les autres. Donc il y a une dimension très sociétale, forcément, dans ton aventure. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous je t'ai entendu récemment dans une interview de Stéphane Soumier où tu disais, pour toi, le salarié est roi. Et ça, je trouve qu'on a l'habitude de dire que le client est roi, mais non, pour toi, le salarié est roi.
Et j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus. Ouais, alors tout à fait. Si on reprend la genèse de tout ce que je t'ai dit, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce secteur? Parce que c'est un secteur dans lequel on peut changer le monde, dans lequel on peut avoir le plus d'impact. Et pour avoir le plus d'impact, le premier impact qu'on a, c'est un impact social et c'est l'impact avec nos salariés. Et en fait, si tu t'intéresses à tes salariés, si tu fais en sorte que tes salariés soient épanouis et si tu mets en place les conditions de leur épanouissement au travail, un salarié qui est épanoui, à 99,9%, c'est l'assurance d'avoir un salarié, un client heureux et satisfait. Pourquoi? Parce qu'un salarié épanoui, il va faire du bon boulot. Il va faire du bon boulot et il va le faire aussi avec le sourire, qui fait que ton client il va être, il va apprécier le service. Et tu sais, tu avais un autre grand philosophe des temps modernes, Jean-Jacques Goldman, qui nous chantait, c'était un cordonnier, un simple cordonnier, il faisait des souliers si jolis, si légers, que la vie semblait un peu moins lourde à porter, il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures, loin des longs discours, des longues théories, à sa tâche chaque jour, il changeait la vie. Et au-delà de la ritournelle, quand tu t'intéresses aux paroles et à ce qu'il raconte, eh ben, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que l'on choisit pas forcément toujours son métier, mais on choisit systématiquement la façon dont on exerce. Et dans la façon dont tu exerces ton métier, eh ben, en fait, tu peux changer la vie. Tu changes ta vie à toi et tu changes la vie des gens. Tu en fais des souliers si jolis et si légers que la vie semble un peu moins lourde à porter. La façon dont tu fais les choses, la façon dont nos salariés vont mettre en œuvre leurs prestations, même sur du simple ménage. Bien évidemment, tu te dis, sur de l'accompagnement de la personne âgée ou sur de l'éveil et développement d'un enfant, oui, on voit très. Mais même dans du ménage, dans la façon dont tu vas faire attention aux petits détails, eh ben, tu sais que tes clients, quand ils vont rentrer chez eux, ils vont avoir la banane parce que ça va sentir bon. Ils vont voir la petite attention particulière que tu auras faite pour eux, le petit geste en plus qui fait que tu seras satisfait et qui fait que le jour où il y aura un incident, parce que quasiment la seule chose que je sois capable de te garantir, c'est qu'un jour il y aura un incident, parce qu'on n'est que sur de l'humain. Donc, un retard, une maladie, une maladresse, c'est obligatoire. C'est ce qui est merveilleux et en même temps frustrant avec l'humain, c'est que c'est pas une machine, donc c'est pas tout le temps pareil. Et donc, obligatoirement, le jour où il y aura un petit truc qui va se passer, si tu as une bonne relation, si tu vois que l'intervenant il fait les choses avec le cœur, que l'agence elle fait les choses avec le cœur et que on porte une vraie attention aux autres, toi en tant que client, franchement, les clients, c'est pas des sales cons. Hein. La plupart, tous nos clients, nous on a un point qui est super important, c'est mieux tu traites les gens, mieux les gens te traitent. On a un système qui est satisfait, refait, remboursé. Au départ, quand j'ai lancé cette idée, un de mes associés m'a dit mais t'es malade, on va se faire dépouiller. Les Français, c'est des arnaqueurs. Tu vas voir, ils vont tous nous demander de rembourser. On va faire faillite, c'est sûr. La réalité, c'est qu'on est à moins de 0,01% de demande de remboursement, parce qu'en fait, quand tu fais bien les choses, quand tu fais confiance à tes clients ils t'arnaquent pas. Tes clients ils t'arnaquent pas. Il y en a très très peu qui le font. Et donc, quand tu fais bien, quand tu donnes les conditions de l'épanouissement, quand tu essayes sincèrement de te préoccuper, de porter attention à tes salariés, c'est une façon aussi derrière de te préoccuper, de porter attention à tes clients, parce que derrière, tu as des salariés qui sont plus épanouis, plus heureux au travail, donc ils vont mieux faire leur travail. Et donc, voilà, si tu veux chercher la satisfaction de tes clients, recherche d'abord la satisfaction de tes salariés. Et ça, c'était au départ une intuition qui est assez rapidement transformée en conviction et qu'aujourd'hui est une certitude, une constatation, c'est qu'un salarié satisfait, c'est à 99,9% l'assurance d'un client satisfait. Et donc, je recherche la satisfaction de mes salariés. C'est pour ça que la vision de l'entreprise, la vision du groupe, c'est de devenir l'entreprise qui au monde porte le plus attention à ses salariés et à ses clients, et dans cet ordre-là.
Bah, c'est vraiment une belle mission et j'ai vu dans les interviews que ça se concrétise en vrai, hein, parce que je crois que dans les classements dans les meilleures entreprises dans lesquelles il fait bon vivre, WeCare en fait On partie. est souvent très bien placé effectivement là-dessus. En tout cas, on essaye sincèrement. Et après, on n'est pas parfait, hein. Après, il faut être super modeste, faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça, parce que bah, quand tu as 20 000 collaborateurs, même si mais imagine, même si tu as 95% de satisfaction, c'est-à-dire que tu as 5% de pas satisfaits. 5% de pas satisfaits, ça fait 1000 personnes. Ouais, 1000 personnes derrière, mais je sais pas combien de clients, quoi. Non, mais c'est pour ça. Donc, tu vois, et donc, ouais, voilà, il faut sincèrement mettre tout en œuvre pour. Il faut, et puis après, par ailleurs, tu es responsable. Moi, je suis responsable de mettre en place des conditions qui permettent à mes salariés d'être épanouis. Je suis pas responsable de leur bonheur au travail. Chacun est responsable de son bonheur. Mais je suis responsable de mettre en place des conditions qui permettent à chacun de s'épanouir. C'est ce que j'essaye sincèrement de mettre en œuvre. C'est globalement ce qu'on réussit à peu près à faire. Bon là, on a bien compris le modèle de développement. Ce que je te propose, c'est de partir et que tu nous racontes un peu, bah, peut-être les choses qui ont eu le plus important pour toi, tes plus grosses réussites et aussi tes plus grosses gamelles, parce que ça fait partie bah, de l'histoire d'une entreprise. Alors, si tu peux nous partager une aventure, alors honnêtement, depuis le début déjà, l'aventure elle est juste incroyable. Donc, reviens peut-être sur quelque chose qui te tient à cœur. Je sais que tu as monté une fondation, c'est assez rare, pareil. Donc peut-être que tu reviennes là-dessus. Et puis après, peut-être tes échecs, hein, parce que j'imagine que peut-être qu'il y a des prestations sur lesquelles tu as voulu aller et en fait, bah ça a été un échec. J'imagine que quand même chez Wicca, il y a eu des plantades quand même. Si tu peux revenir là-dessus. Je pense que globalement, dans les choses dont je suis plus fier, elles ont trait à l'humain. Et c'est quelque chose que j'ai partagé sur les réseaux il y a à peu près 6 mois. C'est un SMS d'une de mes collaboratrices, une de mes plus anciennes collaboratrices, qui m'a écrit que sans moi, sans le travail, sans le sens que j'ai donné, sans l'accompagnement qu'on avait fait, elle serait plus de ce monde aujourd'hui. Et quand tu as un message comme ça, c'est une salariée qui, au passage, est passée typiquement, elle faisait partie des cas que je t'ai cités tout à l'heure, d'une salariée qui a commencé comme simple intervenante et qui aujourd'hui manage 80 personnes, euh, et qui par ailleurs est passée à travers des choses assez terribles et qu'on a accompagné dans de nombreux sujets. Mais quant à ça, tu te dis, eh ben, j'ai réussi à faire quelque chose. J'ai réussi à faire quelque chose de positif. Euh, j'ai réussi à faire quelque chose de positif. Et il y a quelqu'un qui le perçoit et qui te l'écrit et qui dit voilà, sans l'action que tu as eue et que l'entreprise a eue pour moi, je serais plus de ce monde aujourd'hui. Et je te remercie parce que je suis heureuse. Et ben tu te dis c'est mieux que d'avoir une Rolex à 50 ans, pour paraphraser Attali. Là tu te dis ok, j'ai réussi à faire quelque chose. Et voilà. Et ce qui me rend le plus fier, c'est euh, c'est euh, c'est cet impact que j'ai pu avoir sur la vie de certaines personnes et d'avoir pu changer positivement leur vie. Et je pense que c'est voilà, si à la fin de tes jours tu peux te dire j'ai permis à des gens d'avoir une meilleure vie, j'ai pu changer leur vie de façon positive, je pense que comme disait aussi Thierry Roland, tu peux mourir tranquille, mais le plus tard possible. Donc voilà. Et puis après les échecs, putain, il y en a tellement que on est plein. Euh, première implantation internationale, où on a voulu dupliquer le modèle français, on s'est bien planté. Euh, Création d'un modèle ménage discount, où on n'avait pas fait les bonnes choses, on s'est bien planté. Euh, Entreprise Famille Héros qui est une plateforme web euh, sur lequel on a travaillé surtout sur la technique et pas sur l'expérience utilisateur et pas l'expérience client, avec pas forcément la bonne personne à la tête, on s'est bien planté.
Enfin voilà quoi. Et par ailleurs, à chaque fois, quasiment, il y a une constante, et l'importance des hommes, l'importance de la personne que tu mets à la tête d'un projet. Et c'est quelque chose que beaucoup de monde, enfin que beaucoup de gens ont du mal à appréhender. Beaucoup de gens ont du mal à appréhender euh, l'impact d'un bon ou d'un mauvais manager. Comme ça, tu vois, c'est beaucoup moins visible dans le foot. Personne ne se pose de questions. Voilà, Mbappé, 300 millions payés, machin. Tout le monde trouve ça normal. Et pourquoi tout le monde trouve ça normal? Parce que tout le monde voit l'impact d'un Mbappé, d'un Neymar, d'un Messi sur un terrain. Et donc, c'est visible, ça saute aux yeux. Ce qui fait que c'est pas, même si les gens disent ouais, c'est un peu choquant quand même, ils trouvent pas que les sommes absolument délirantes que gagnent les footballeurs soient vraiment contestables. Alors que quand Tavares, le patron de Stellantis, qui a redressé de façon absolument remarquable cette entreprise, touche 4 millions de bonus, c'est-à-dire que en touchant 4 millions de stock options, c'est-à-dire qu'en réalité, il touche que 2 millions parce qu'il va payer 2 millions d'impôts, et que cet argent, par ailleurs, est payé par ses actionnaires et non pas par, il n'a aucun impact donc pour les salariés de l'entreprise, est payé par ses actionnaires qui sont essentiellement des actionnaires étrangers. Et donc tous les Français devraient se réjouir en disant super, bravo Tavares qui a redressé cette entreprise française, qui a sauvé des milliers d'emplois en France, qui permet d'en recréer des milliers, qui touche en plus un bonus de 4 millions dont la moitié va aller pour l'ensemble des Français sous forme d'impôts, et que c'est de l'argent qui vient en plus de l'étranger, donc c'est super pour tous les Français, tout le monde devrait se réjouir. Et non, on lui tombe dessus en disant c'est dégueulasse, c'est sauf que c'est lui qui a adressé le truc. Et l'importance des hommes, d'avoir le bon manager, elle est juste énorme, énorme. Et ça, c'est très souvent difficile dans un monde emprunt, dans un monde français qui est emprunt en fait de catholicisme, je dirais, ou de cette culture catholique où ben il y a on doit porter attention à tout le monde, et il y a une espèce d'égalitarisme. Ben, en fait, non. Et je pense qu'on porte mal le truc. C'est-à-dire que, oui, il n'y a pas un homme qui vaut plus qu'un autre en termes de valeur intrinsèque. La valeur de la vie de n'importe quel homme, ma valeur de ma vie ou du président de la République ou du plus grand scientifique, elle n'est pas supérieure à celle de l'homme de la rue ou du plus petit des ouvriers ou du plus petit. Notre valeur humaine, elle est la même. Par contre, notre valeur économique, elle n'est pas la même. De la même façon que notre valeur sportive, elle n'est pas la même, que notre valeur physique, elle n'est pas la même, que notre valeur artistique, elle n'est pas la même. Moi, je suis nul pour chanter, je suis nul pour dessiner, je suis nul en sport. Par contre, économiquement, j'arrive à développer une entreprise, j'arrive à emmener des hommes, j'arrive à porter des idées, etc. Et donc, on a des valeurs économiques qui sont très différentes. Et là aussi, c'est un peu comme dans Arnold et Willy, je sais pas si tu t'en rappelles, il faut tout pour faire un monde. Il faut trouver sa place dans la société. Et chacun a des valeurs et des compétences différentes, et trouver la bonne personne à mettre sur le bon projet, ben c'est super important. Et oui, c'est important d'avoir vraiment la personne qui sera capable d'emmener positivement et d'accompagner positivement un projet, exactement comme quand l'entreprise, ce que je te décrivais tout à l'heure, quand l'entreprise franchit des étapes, eh ben avoir la bonne personne et être capable de prendre la décision parfois très difficile, de se séparer de quelqu'un avec qui on a fait un bout de chemin parfois long, mais de s'en séparer positivement parce que c'est plus la bonne personne par rapport aux besoins de l'entreprise, et que c'est aussi un point dans lequel la personne, elle s'éclate plus. C'est exactement ce que tu disais. T'as emmené ta boîte de 0 à 100, tu t'es éclaté comme un malade, parce que tu avais plein d'idées, parce que tu faisais tous les trucs dans tous les sens, etc., etc. Tu passes dans une phase où tu deviens beaucoup plus développeur,
là, ça t'amuse déjà moins. Et alors, quand tu deviens gestionnaire, c'est plus le même kiff. Et donc, tu as aussi ce point-là. Et donc, avoir la bonne personne pour accompagner les phases. Et c'est, voilà, moi, je pense que c'est essentiellement les points sur lesquels on s'est planté. C'est pas avoir la bonne personne par rapport au poste. Et c'est pas forcément tout le temps les mêmes personnes qui vont développer, enfin qui vont créer, celles qui vont développer et celles qui après vont être gestionnaires dans un troisième temps. Il y a différentes phases, pas tout le temps les mêmes personnes, et puis tu as des personnes qui sont excellentes sur les phases d'amorçage et qui le sont beaucoup moins quand ça se structure, qui ont du mal à déléguer, etc., etc. Donc mettre la bonne personne, la plupart des échecs sont des échecs de mettre la bonne personne au bon endroit. Ouais, alors on peut encore en tirer des leçons, c'est incroyable la richesse là, de tout ce que tu nous dis. Je te propose de passer tout feu tout flamme et on va se focuser sur l'avenir parce que l'avenir il est important. Il y a beaucoup de grandes étapes pour WeCare encore et de marches à franchir. Alors ça chauffe. Là, l'idée c'est en effet, on va parler du futur. On est en 2023, leader européen, leader mondial. Comment tu vois aujourd'hui WeCare dans 10 ans, quoi? Ah bah dans les 10 prochaines années, il faut. Ouais, je vais loin, mais je sais que tu vises loin aussi, donc. Bah en fait, dans les 10 prochaines années, il faut qu'on fasse x10. Donc sachant qu'on a fait, alors tu vas me dire, faire fois 1000 sur les 20 dernières années était plus facile que faire très vraisemblablement plus facile que de faire on a fait même plus que fois 1000 fois 1500 sur les 20 dernières années, parce qu'en 2005 et 2023 on est passé de 250 000 euros de chiffre d'affaires à 400 millions. Mais là, il faut faire x10. Alors, le x10 sera peut-être plus difficile que le x 1500 qu'on a fait. Et pour ça, en fait, si tu prends les grandes étapes de l'entreprise, on a d'abord travaillé le modèle pendant les 8 premières années, de la phase de 1996 à 2004. Puis après 2004 à 2013, on a dupliqué un modèle qui était le modèle en succursale. 2013-2016, on a ouvert à la franchise. On a appris un autre modèle de développement qui était celui de la franchise. Et à partir de 2016, on est passé d'une entreprise qui était monomarque, O2, à un groupe multimarque et multinational. Et là, donc, il va falloir qu'on passe dans une autre étape. Et l'autre étape, elle consiste à passer aussi d'un groupe qui est emmené par un entrepreneur qui détient, j'ai détenu jusqu'à 100% du capital il y a pas très longtemps, à un groupe d'entrepreneurs. Et c'est pour ça que dans 1 an et demi, mon projet c'est de faire un MBO. Donc un MBO, c'est un management buyout. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il y a une centaine de managers. Je vais réunir une centaine de managers et qui vont créer ensemble une société dans laquelle ils vont mettre du capital. Et cette société va racheter 25% du groupe. Alors, je vais les accompagner par un crédit vendeur pour leur permettre d'avoir les moyens de réaliser ce management buyout, hein, donc le management qui rachète une part du groupe. Et quel est mon objectif à travers ça? C'est pas juste un truc extrêmement généreux, même si ça l'est. L'objectif avant tout, c'est de passer d'un groupe où il y a un entrepreneur, moi, à un groupe avec une centaine d'entrepreneurs / intrapreneurs. C'est de faire en sorte que ces managers se disent, c'est mon entreprise aussi. Et en parallèle, je vais aussi donner, et là ça sera pas vendre, hein, parce que pour le management buyout c'est une vente, même si ça a des conditions très préférentielles, c'est une vente.
mais je vais aussi donner en parallèle 10% du groupe, ce qui est le maximum qu'on a le droit de faire aujourd'hui en France, sous forme de ce qu'on appelle des AGA, attributions gratuites d'actions. Donc ça, ce sont des actions gratuites que je vais donner à l'ensemble des salariés. Et là, l'objectif, c'est quoi? C'est que les salariés se sentent aussi propriétaires de l'entreprise. Et donc, c'est passé dans une dimension où t'avais un entrepreneur à une centaine d'entrepreneurs. Entrepreneurs, intrapreneurs, des gens qui se disent, c'est mon entreprise. Et l'objectif, c'est que je sois pas le seul à avoir tous les jours un t-shirt Weeker, des boutons de manchette Weeker, et je t'ai pas montré mes baskets, mais c'est aussi des baskets Weeker. Et tu disais tout à l'heure, Home Sandwich, pourquoi? Parce que fondamentalement, le chef d'entreprise, c'est le premier commercial de son entreprise. Toi, tu as un t-shirt The Ramp. T'as pas un t-shirt Nike. T'es pas payé par Nike pour porter leur marque. Toi, tu portes ta marque parce que tu es fier de ta marque. Et que c'est ton entreprise, c'est ton truc, c'est tes tripes, c'est tes machins. Et donc, c'est pour ça que tu la portes. Parce que tu es le premier commercial de ta boîte. Et moi, mon rêve, mon kiff, c'est demain que le groupe soit porté par une centaine d'intrapreneurs, qui soient fiers de leur marque, qui portent leur truc et qui se disent, voilà, moi, je suis cette marque. C'est ma marque. C'est mon entreprise. Et donc, en tant que mon entreprise, je me comporte en tant qu'entrepreneur, je me comporte en tant qu'intrapreneur. Je suis fier de mon truc. C'est pas l'entreprise de je sais pas qui, c'est la mienne. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est la première fois que j'entends parler de MBO. Je trouve ça incroyable comme idée. Et donc voilà, donc c'est pour accélérer le développement et faire en sorte que mes collaborateurs se sentent propriétaires de leur entreprise. C'est leur entreprise. Ok, je suis fier de mon entreprise. Je porte les couleurs de mon entreprise. Je suis un porte-drapeau, un ambassadeur de mon entreprise parce que c'est la mienne. C'est la mienne. Tu vois, toi aussi, t'as ton t-shirt The Ramp. Moi, j'adore, ça simplifie tout. Alors, tout le monde me charrie avec mon t-shirt The Ramp, mais j'avoue que honnêtement, ça simplifie tout. Tu vas dans un endroit, les gens savent déjà ce que tu fais et ça fait un icebreaker génial, quoi. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et regarde, tu vois, t'avais Michel Augustin, ils portaient tout le temps leur truc. Leur marque, c'est même leur nom. T'as Justine Hutto Respire, elle porte ses trucs, machin, elle porte sa marque, c'est le porte-parole, c'est l'étendard de sa marque. Tu prends Pauline Legnaud sur Gémio, c'est pareil. T'en prends plein. Enfin, c'est voilà. Tu représentes et donc moi mon objectif c'est ça, c'est que mes équipes elles soient fières de leur marque, elles soient fières de leur entreprise et qu'elles deviennent et ça soit leur entreprise. C'est mon entreprise. En tout cas, c'est déjà le cas et de le concrétiser de manière aussi généreuse, je trouve ça vraiment incroyable, quoi. L'objectif, c'est aussi parce que je crois au partage des fruits de la croissance. Et je pense que c'est un moyen de réussir. Déjà, à un moment, c'est de partager aussi ce rêve. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé ce projet Dream, Dare and Share. Donc, rêver, oser et partager. Rêver de pouvoir changer le monde, oser le fait de vouloir être le numéro 1 mondial, et puis partager, parce que c'est aussi ce partage qui sera la condition de la réussite. Faire en sorte que chacun s'approprie le projet et puis s'approprie son entreprise, parce que devienne propriétaire de son entreprise. Et c'est aussi la meilleure manière de réconcilier, de siffler définitivement la fin de la lutte des classes, parce que les intérêts de l'actionnaire, de l'entreprise et des salariés sont les mêmes. Parce que si les salariés sont actionnaires, leurs intérêts sont les mêmes. Tu fais converger des intérêts. Et dans un métier dans lequel les marges sont structurellement faibles, parce qu'on n'est pas dans les métiers du luxe, on n'est pas dans les métiers de la banque, de la pharmacie, dans lesquels les marges sont très importantes. C'est aussi un moyen d'intéresser tes salariés à la création de valeur et de pouvoir leur permettre de réaliser leurs rêves et de grandir avec toi. Donc voilà. Donc c'est une des un des axes, parce que l'objectif c'est de faire x10 dans les 10 prochaines années. Et x10 dans les 10 prochaines années, ça signifie à la fois grandir en France,
mais aussi grandir à l'international et se développer à l'international. Et donc là, on a aussi pas mal d'ambition à ce niveau-là. Bon, en tout cas, encore un beau chantier, une belle histoire. Je trouve ça vraiment impressionnant et cette vision que tu as de l'entrepreneuriat, une espèce de famille, de grande famille, elle est assez intéressante. Alors, dernière partie déjà, on va parler digital et évidemment, je pense que c'est clé dans ton développement. Alors tu l'as dit au début, WeCare c'était at home, c'était quelque chose qui était 100% digital. Finalement, tu as switché vers du modèle avec beaucoup d'humains, mais j'imagine que le digital est clé parce que passer de 0 à 20 000 salariés, enfin ça se fait pas de manière aussi simple. J'aimerais bien que tu nous partages en effet tes projets, comment tu intègres le digital aujourd'hui dans WeCare et dans ton développement, que ce soit en back-office, que ce soit peut-être en personnalisation de l'expérience au niveau des clients. Tu nous partages un peu ta vision du digital parce que oui, on peut pas grossir de manière aussi exponentielle. Ils sont structurés avec du digital. C'est totalement clé. C'est totalement clé. C'est une des choses qu'on a très bien réussi et c'est justement pour ça qu'on a au sein du groupe on a une ESN. On a une vingtaine, 25 développeurs en France, 25 développeurs en Tunisie qui bossent en binôme. En fait, au passage, ça c'est un des trucs qu'on a appris avec de l'expérience, c'est qu'au départ on a tenté du offshore, on a tenté du nearshore. Et à chaque fois, en fait, on faisait une erreur que font la plupart des entreprises, c'est-à-dire qu'on confiait un bloc complet à développer sur du offshore ou sur du nearshore, et ça marche moyen ou très mal. Je sais pas quelles sont tes expériences en la matière, mais moi j'ai toujours et la plupart des expériences que je connais aussi ne sont pas des expériences extrêmement concluantes en la matière. Et par contre, là, on a mis en place un système qui marche super bien. C'est des équipes composées en partie de Français et en partie de Tunisiens. Et en fait, tu bosses super bien à distance. Hein, ils se font chaque matin, ils se font un point de 5-10 minutes sur les enjeux de la journée. Et chaque semaine, ils se font un point un peu plus long sur comment on avançait, etc. Et ça bosse beaucoup mieux et de façon incroyablement plus performante que d'avoir des équipes 100% françaises et des équipes 100% tunisiennes qui travaillent en parallèle ou sur des sujets chacun sur ces sujets. Fin de la parenthèse. Bien évidemment, sans le numérique, sans l'informatisation, on n'aurait jamais été capable d'être là où on en est. C'est vraiment l'informatisation qui a permis de passer de quelques salariés à 20 000 salariés, à gérer à plus de 100 000 clients, à gérer l'ensemble des factures, l'ensemble des feuilles de route, donc des instructions qui sont données aux salariés, etc., 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 etc. On n'a pas encore réussi totalement le passage et tout l'ensemble du digital, notamment dans l'expérience client. L'expérience salariée, on est plutôt pas mal. Ils sont tous équipés. Alors si je prends la plupart des marques, ils sont équipés d'un smartphone qu'on leur avec des applis sur lesquelles ils ont tout, avec de la formation, etc., etc., etc. Ils ont beaucoup de choses. C'était très tôt. Ils ont eu ça. Côté client, l'expérience client, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. On a pris pas mal de retard. À un moment, on était en avance. Là, on a encore beaucoup de progrès à accomplir pour permettre d'avoir une expérience plus fluide et une relation plus simple aussi avec entre le client et l'intervenant. Voilà, je pense qu'on a encore des marges de progression, mais de toute façon, on a tellement de marge de progression partout dans l'entreprise et partout dans chacune des entreprises du groupe. Mais c'est pour un peu paraphraser Jacques Chirac, c'est quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console.
en fait, quand je regarde de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est waouh, et puis quand tu regardes de l'intérieur, c'est waouh. Dis pas tous les trucs. Donc, on a des marges de progression qui sont absolument considérables à tous les niveaux, et en particulier au niveau du digital, où on a encore des marges de progression pour avoir une expérience client qui soit plus simple dans un certain nombre de cas. Bah en tout cas, Guillaume, je sais que tu aimes bien toujours être le numéro 1. En tout cas, sur Localmania, tu seras le podcast le plus long. Je peux déjà te le dire. Je viens de regarder ma montre. On a dépassé les compteurs. D'habitude, on reste sur 30 minutes. Là, on est déjà à 1h, 1h10. Écoute, mais honnêtement, je pense que l'enjeu en valait la chandelle. Je pense que tous les auditeurs ont appris énormément de choses. Tu as donné plein de recettes, tu as donné plein d'idées, tu as partagé une expérience qui est juste incroyable. Et en tout cas, je te remercie du fond du cœur d'avoir participé et de t'être livré comme ça à ces exercices. Donc beaucoup, plein de réussites pour WeCare. Je te remercie beaucoup, et puis j'espère que j'ai pu être utile, même si c'était un peu long. Donner deux trois pistes qui peuvent être intéressantes pour tes auditeurs. J'en suis persuadé, et j'espère que il va y avoir des entrepreneurs qui se diront je me rappelle avoir écouté sur Localmania ce podcast avec Guillaume Richard qui m'avait donné ce conseil que j'ai appliqué, et voilà, maintenant ma société est un succès. Donc merci encore pour ce partage, et évidemment plein de bonnes choses. Et si vous les auditeurs, vous cherchez une femme de ménage, de l'accompagnement pour des personnes âgées, tout ça, allez, connectez-vous sur WeCare, sur O2, sur la myriade de services que le groupe WeCare propose. Et vous savez, vous savez que derrière, il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup d'humanité, et que c'est une formidable réussite derrière. Merci encore, Guillaume, et puis plein de bonnes choses.